D'abord, je voulais vous remercier de vous être déplacé, M. Parizeau, Je vous en prie. dans ces bureaux de CIBL qui ne sont pas étrangers ici, le studio, hein? J'essayais de me souvenir quand je suis venu ici la dernière fois. Ça fait peut-être une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, j'espère que vous allez revenir là avec et puis continuer à commenter ce qui se passe dans le monde. On a beaucoup de choses à discuter, l'économie, la situation, l'état actuel du Québec. Mais j'aimerais peut-être commencer par rappeler, vous avez passé votre vie dans le secteur public. La gestion de l'État, le rôle de l'État, ça vous préoccupe beaucoup. Et particulièrement à ce moment-ci, ça vous préoccupe. Est-ce que vous pensez que nous souffrons d'une absence de gouvernement dans une période où on a une crise financière, une crise économique, on a des situations. Est-ce que on souffre de cette affaire où les gens se refusent de gouverner et utiliser les outils qu'on s'est donnés? C'est certain qu'à l'heure actuelle, il y a un sérieux problème de ce côté-là. C'est devenu un peu trop facile de s'appuyer, d'appuyer l'action, si on peut dire, du gouvernement sur des annonces, sur des promesses de milliards. C'est vraiment maintenant, à notre époque, agaçant. Non seulement agaçant, mais dangereux à part ça. Oui. Parce que, à force d'annoncer des choses, on perd de vue le fait que les réalisations sont pas du tout à la hauteur des espoirs qu'on a fait apparaître. D'autre part, vous savez, lancer des milliards sur un problème, ça ne veut pas dire que vous réglez le problème, ça veut simplement dire que vous avez, pendant 24 heures, occupé un peu de place dans les journaux, puis à la radio, puis à la télévision. Ah oui. C'est en train de devenir un péché mignon, ça. Je prends des exemples. En 2006, le gouvernement de Québec décide, il sait que l'opinion publique est très pro-Kyoto au Québec, alors que le gouvernement du Canada, pour toute espèce de raisons qui en bonne partie tiennent d'ailleurs au pétrole de l'Alberta, n'est pas du tout Kyoto. Alors, le gouvernement de Québec va d'abord annoncer une taxe de 200 millions de dollars par année sur les pétrolières, et avec ça, une liste de 43 projets qui doivent être réalisés et qui, s'ils le sont, à l'intérieur donc du budget de 200 millions par année pendant 5 ans, s'ils le sont, vont rapprocher le Québec des objectifs de Kyoto. Pas les réaliser, parce qu'on part un peu tard, mais en tout cas de s'en rapprocher. C'est très intéressant. C'était le prolongement d'une entente que le Parti québécois avait négociée avec les États de la Nouvelle-Angleterre en 2001. Et que là, le gouvernement libéral qui avait suivi, en un certain sens, appliquait puis élaborait. Puis on n'a plus jamais entendu parler. On n'a plus jamais entendu parler. C'est typique d'une foule d'annonces à l'heure actuelle. Et ça, il y a un deuxième problème du côté de la gestion, qui est, en un certain sens, plus grave encore, parce que là, il touche la qualité des services qu'on offre aux gens. Comment dire? Une idée, c'est une chose. Un projet généreux, c'est aussi une autre chose. Mais la mise en place de ce programme, de façon à ce qu'il rejoigne les gens, rapidement, efficacement, pas trop cher, ça, c'est de la gestion au jour le jour, c'est pas spectaculaire, puis vous n'aurez pas votre nom dans les journaux si vous réussissez bien ça. En un certain sens, vous passerez même pour un peu un demeuré. C'est tout ce qui sait faire appliquer les choses. C'est ça. Bon. Et là, vraiment, on va trop loin. Là, vous savez, comment dire,
on ne considère pas suffisamment toute cette machine bureaucratique qui fait fonctionner les programmes, qui fait fonctionner les gouvernements, qui fait fonctionner les États. À l'époque de la Révolution tranquille, mettre au point une bonne fonction publique qui gérait bien, ça a été la prunelle de nos yeux. Ah oui. La prunelle de nos yeux. On prenait exemple sur Ottawa, d'ailleurs, à cette époque-là. Ottawa, qui avait une fonction publique superbe. Oui. Et puis, graduellement, ça s'est effiloché. Cette fonction publique, on a cessé de la traiter correctement. Il y a eu des aberrations de fait, vous savez, bloquer tous les salaires des cadres pendant 6 ou 7 ans. Ouais. Hein? Bon, c'est évident que ceux qui partent ne sont pas nécessairement les plus mauvais. Hein? Oui, exactement. Hein? Alors, on a là aujourd'hui, sur le plan de la qualité de la fonction publique et de l'efficacité de la fonction publique, un gros problème de gestion aussi. Ah oui, et puis ça fait, oui, que je sais que vous m'avez raconté une anecdote qui datait des années 60. Peut-être vous pouvez le dire, les deux fonctionnaires qui se parlent. Ouais. Ça, c'était au début des années 70. Un fonctionnaire rencontre un autre fonctionnaire et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu penses du gouvernement de Québec? » Et l'autre réfléchit un instant et il dit « Ce serait une bonne idée. » C'est ça. Mais un des exemples qui nous a fait très mal, et j'espère que le dossier ne sera pas clos parce que je pense que tout n'a pas été dit, c'est l'histoire de la Caisse de dépôt. Vous avez été parmi ceux qui ont conçu cette Caisse de dépôt avec des objectifs clairs. Et ce qui s'est passé ici cet hiver, depuis quelques années, ça a dû faire très mal. Comment expliquer cette tendance? Est-ce qu'on remonte à 5-6 ans? Est-ce que c'est la faute du gouvernement actuel? Comment expliquer cette dérive de la Caisse de dépôt? Probablement que l'élément le plus important dans le déclenchement de ce drame-là, parce que c'est un drame, ça a été la taille de la Caisse. La Caisse était devenue quelque chose d'énorme. Ouais. C'est un fonds souverain, au fond, qui atteignait, à la fin de 2007, 260 milliards de dollars. Ben oui, à ce moment-là, le plus gros des fonds souverains, c'était c'était Dubaï ou je sais pas, un des États là, du Golfe Persique, à 900 milliards. Après ça, il y en avait 4 ou 5, autour de 5 ou 600 milliards. Puis mettons une dizaine ou une douzaine autour de 250-300 milliards. Donc, la Caisse de dépôt se retrouvait un instrument mondial. Mondial, oui. D'autre part, la loi de 2004 changeait complètement la structure de la Caisse. Faisait sauter toute espèce de garde-fou. Déjà en 1997, on avait commencé, le gouvernement avait commencé à réduire, à déréglementer la Caisse. C'était très in, si vous me passez l'expression, de déréglementer à cette époque-là. Alors, on a commencé à déréglementer en 1997, et en 2004, on pousse la chose au bout. Seulement pour vous donner un exemple. En 2004, on établit qu'une liste d'opérations financières que la Caisse peut faire. Il y a toutes les opérations les plus risquées qui soient. Hein? Tout va dépendre, quant au risque, des règlements d'application de cet article 33.1. Tous les règlements que passe la Caisse doivent être approuvés par le gouvernement. Sauf 2. Le règlement de régie interne, puis le règlement qui s'applique au placement de cette liste. Ce qui est extraordinaire. Ça veut donc dire que la Caisse peut faire ce qu'elle veut. Oui. Donc, commencer, sans aucun contrôle. Ouais. Et devant un gouvernement qui dit « je ne vais pas le savoir Ouais. ». Arrangez-vous. Ouais. Quand vous avez l'impression que le monde vous appartient, Ouais. puis que vous pouvez faire n'importe quoi,
Et puis que d'autre part, si vous prenez de très gros risques, vous, c'est le cas de le dire, risquez de faire beaucoup d'argent pour chaque trader, là, chaque individu. Puis ça c'est un niveau en dessous en fait, il y a le président, ensuite il y a le vice-président, c'est en dessous. En dessous, là, je vous parle des opérationnels, là. Ouais. Ils peuvent faire de très gros revenus, mais à la condition de prendre des risques. Ouais. Oh, ils peuvent prendre ces risques. La nouvelle loi les autorise à faire ça. Alors, ils s'en prennent. Ouais. Et ils en prennent à l'échelle du monde. Alors, bien sûr, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Non. Et d'autre part, on va beaucoup emprunter pour réaliser ces opérations-là. On ne va pas se contenter de l'argent des pensions. Ouais. On va emprunter sur la base, en utilisant comme collatéral l'argent des pensions. Donc, Ce qui est terrible. Ouais. Hein? On se comprend. On peut prendre des très gros risques avec son propre argent. Ça, c'est une chose. Puis on monte un hedge fund, et puis on prend des gros risques, puis ça marche bien, on fait de l'argent. Mais là, c'est pas ça qu'on a fait. On a commencé à emprunter des sommes considérables. Ça a atteint à un moment donné 70 milliards de dollars d'emprunts gagés sur les pensions des Québécois. Il n'y a pas de capital action là-dedans. Non. Quand les pertes viennent, c'est soustrait de quoi? C'est soustrait les pensions. Ouais. Alors, pour la plupart des gens dont la caisse de dépôt gère les pensions, les pensions ne sont pas mises en cause parce qu'elles sont garanties par des lois du gouvernement de Québec, comme la Régie des rentes, par exemple. Ouais. C'est garanti par des lois du gouvernement. Alors, ce qui va se produire, parce qu'il va bien falloir payer tout ça, c'est que c'est le contribuable qui va payer. Pas le pensionné, mais le contribuable. C'est pas le pensionné de la société d'assurance automobile qui va payer, ça va être l'automobiliste. Il y a quelqu'un qui va payer, mais c'est pas les pensionnés. Ouais. Il y a un cas où c'est le pensionné. Et ça, c'est effrayant. Ce qu'on leur a fait, c'est les ouvriers de la construction. Ah, ouais. Les ouvriers de la construction, il n'y a personne qui paye pour eux. C'est pas le contribuable qui va payer, c'est pas l'automobiliste qui va payer pour eux. Eux, ils absorbent les pertes. Complètement. Complètement. Chaque ouvrier de la construction, là, ça lui a coûté immédiatement les pertes accumulées dans ce fonds-là ont un impact direct sur les pensions. Ouais. Et puis là, on parle de pas mal de monde aussi, hein? Non? C'est 140 000 personnes. Wow. Ouais, c'est ça. C'est inadmissible. Ouais. C'est inadmissible. Ouais. Et moi, j'ai essayé, comme d'autres, d'amener le gouvernement non seulement à prendre conscience de ça, forcément, on va pas éviter de prendre conscience de 40 milliards de pertes, mais de faire des choses pour empêcher que plus jamais ça puisse recommencer. Et ça veut dire changer la loi, pas juste changer les hommes, là, qui promettent, même si on recommencera plus jamais. Ouais. C'est changer la loi, changer la structure, les empêcher de prendre des risques comme ceux-là. Ouais. Aucun résultat. Non. La loi ne sera pas changée. C'est business as usual. Là, on a remplacé toutes les personnes en charge. Et puis, on espère qu'ils vont être plus sages que les prochains. Ouais. C'est évident qu'ils vont être plus sages que les prochains. 2009, ils vont rester bien tranquilles. Ils vont mettre ça dans des obligations, pas de risque. Ouais. Et puis, ils vont annoncer un profit. Ouais. On va dire, ça va mieux. Ouais. L'année suivante, ils vont rester encore tranquilles. Puis, si la bourse remonte, ils vont encore prendre un peu d'argent. Ouais. Mais là, regardez bien la troisième année. Oui, c'est ça. C'est ça. La fusée va repartir. Mais, et juste peut-être pour préciser, la Caisse a réussi à ramener un peu tout ce qu'on appelait le Québec Inc. dans cette lancée sur le papier commercial. Je ne me trompe pas, ça déborde de la Caisse et des retraités. La Caisse a eu une politique qui a amené tout le Québec Inc., tous les Québec Inc. dans cette lancée-là, un peu de casino, hein? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. La Caisse a, au fond, organisé ce marché du papier commercial non bancaire. Ouais. Tout à fait différent du papier commercial émis par les banques. Ouais. Les banques s'appuient sur la Banque du Canada. Si jamais elle manque de liquidité, il y a la Banque du Canada derrière elle.
elles ont toutes un compte dans la Banque du Canada. Ouais. C'est pas le même genre de risque. Alors que la Caisse a organisé un marché de papier commercial non bancaire. Garanti par qui? Par des liquidités de la Deutsche Bank puis d'UBS en Suisse. Ils fourniraient ou qu'ils ne fourniraient pas. Ouais. En fait, ils n'ont pas fourni. C'est ça. Ouais. Ils ont embarqué, le mouvement Desjardins a embarqué derrière ça, la Banque nationale, à peu près 2 milliards chacun. La Caisse de dépôt, je vous rappelle, en avait 13 milliards. Ouais. Au total, là, dans le marché complet, au Canada, c'est 32. Alors, mettez Caisse, Desjardins, Banque nationale, vous êtes déjà rendu à 17 sur 3 institutions. Ouais. Mais d'autre part, Jean Coutu a mis ses liquidités là-dedans, Air Transat. C'est une opération qui a été montée par une institution québécoise, la Caisse de dépôt, et qui a été largement souscrite par des Québécois, par Québec Inc. Ouais. Remarquez, il y en a dans le Canada anglais aussi, de ce papier-là. Mais le centre du séisme, si vous me passez l'expression, c'est le Québec. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis une enquête, on avait souhaité une enquête publique, une enquête aurait révélé comment ça s'est fait. C'est ça l'idée? Oui. Voyez, l'argument là, qu'on avait tout prévu sauf l'absence de liquidité. Moi, comme vieux professeur d'économie, me fait bondir. Ah oui. Quand le gouvernement fédéral a émis des bons du Trésor, du papier à très court terme, on parle du papier à 3 mois, qui se renouvelle tous les 3 mois. Là. Ouais. Ça vient vite, des échéances aux 3 mois. 3 mois. Ils ont ramassé une douzaine de courtiers en valeur mobilière et leur ont dit, écoutez, vous allez soumissionner chaque semaine. On va émettre 1 milliard ou 1,5 milliard de bons du Trésor. Vous allez soumissionner et puis les vendre à vos clients. Puis vous revenez le mercredi prochain pour en prendre d'autres. Évidemment, ça pose un problème de liquidité. Si tout d'un coup, un mercredi, ils n'arrivaient pas à avoir toutes les liquidités nécessaires pour tenir ça, ils feraient faillite. Alors, qu'est-ce que fait la Banque du Canada? La Banque du Canada leur ouvre un compte en leur disant, s'il vous manque de l'argent, je vous prêterai de l'argent au jour le jour. C'est pas prêter pour 3 ans, c'est prêter 24 heures. Ouais. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Bon. Les banques à charte, qui font aussi beaucoup de prêts à vue ou à quelques mois, courent aussi des risques de liquidité. Elles ont chacune un compte à la Banque du Canada. Si à un moment donné, elles n'ont pas les liquidités nécessaires, la banque va leur fournir. Bon. Et nous, on s'est imaginé avec la Caisse de dépôt qu'on allait monter un projet d'argent à court terme, à 3 mois ou à 1 mois même, comme les autres, sans assurance de la Banque centrale. On s'est cassé la figure, mais ça, on dit, comme règle de sagesse élémentaire chez les banquiers ou chez les financiers, on n'emprunte pas court pour prêter long. Vous empruntez pas de l'argent à 1 mois pour faire de l'hypothèque. Vous comprenez? Mais c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et une dernière question sur la caisse, parce qu'on a beaucoup de sujets. Michael Sabia là-dedans, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a un changement de garde à la Caisse de dépôt? Comment vous qualifierez ce changement? Écoutez, Michael Sabia a passé plusieurs années de sa vie comme numéro 2 au conseil privé, c'est-à-dire au bureau du premier ministre, à Ottawa, sous les ordres de Tellier, ensuite Tellier est devenu président du Canadien national, du CN, pour le privatiser, et puis Sabia l'a suivi. Ouais. Puis ensuite, leurs chemins se sont séparés. Mais, comment dire, il fallait voir, le lendemain de la nomination de Sabia, le Globe and Mail de Toronto. Mais
c'était la nomination de Sébia, là, c'était la plus grande chose que le monde ait connue depuis l'invention du papier, du pain tranché. Hein. C'est extraordinaire. Et les commentaires de Tellier, son ex-patron, Voilà. du même genre. On est ravis, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un changement, on dirait quand on était jeune, on aurait dit un changement de gang. Ouais. C'est plus... Tous les gens qui opéraient jusqu'à maintenant sont des gens qui avaient été élevés dans le sérail de Québec. Ouais. Fédéralistes ou souverainistes, il y en avait tous les genres, mais ils venaient du sérail de Québec. Ouais. Là, c'est pas du tout ça. Ils viennent du sérail. Monsieur Sébia vient d'un tout autre horizon. Ouais, autre horizon. Voilà, c'est ça. Allons, Monsieur Parizeau, là, moi, j'aimerais peut-être parler de l'état de l'économie du Québec. Parce que on entend beaucoup, des fois on dit on n'est pas bon, ça va pas bien. Comment vous pourriez qualifier l'état actuel de l'économie québécoise en mettant, on a toujours l'obligation de se comparer à l'Ontario ou ailleurs, mais comment vous pouvez qualifier notre économie actuellement? Bonne santé, mauvaise santé? Non, si on cherche à comparer le Québec à l'Ontario, par exemple, actuellement, ça va pas si mal au Québec. Ah ouais? Simplement parce que ça va tellement mal en Ontario. Ah oui, avec c'est effrayant. Ce qui se passe en Ontario, c'est une dégringolade qu'on n'avait pas vue dans l'histoire contemporaine. Hein. C'est très dur pour eux. Nous, depuis, c'est clair qu'on a une récession assez sérieuse. On vient encore de corriger à la baisse les résultats du premier trimestre 2009. C'est pas jojo, hein? C'est pas très bien, mais c'est toujours la même chose. Quand on se compare, on se console, là, dans ce cas-ci. Habituellement, quand on se compare, on se désole, mais là, dans ce cas-ci, quand on se compare, on peut toujours chercher à se consoler. Ce qu'il y a d'inquiétant au Québec, c'est la productivité des entreprises. La productivité des entreprises dans l'ensemble est inférieure à celle de l'Ontario, qui elle-même est inférieure à celle des États-Unis. Nous, notre industrie peut difficilement être prospère avec un taux de change, par exemple, à la parité. Donc, un dollar canadien pour un dollar américain. Nous, à ce moment-là, on est souffrant. Nous, là, on a des difficultés. Là. On n'est pas concurrentiel. Avec un dollar à 70 cents, oui, comment donc? Tout le monde, ça va très bien. Alors, regardez ce qui se passe. Là, une récession commence. Les gouvernements cherchent à avoir des programmes de relance. On va augmenter les liquidités du système bancaire pour espérer faire en sorte que la récession ne soit pas trop forte. Et là, tout à coup, en quoi? En 2 mois, 3 mois, le dollar canadien augmente de 15 et annule complètement les efforts qui avaient été faits pour relancer l'économie. Notre productivité est trop faible. Écoutez, la prospérité d'un pays, elle est d'abord et avant tout, s'appuie sur la prospérité, sur la productivité de ses entreprises et de sa main-d'œuvre. Mais à quoi on peut attribuer cette faible productivité? Parce qu'il y en a qui avaient dit qu'on était un peu paresseux ou on avait... Mais non, ça n'a aucun rapport. Ouais. Non, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est d'abord à l'enseignement. Il y a quelque temps, moi, j'ai trouvé dans un rapport du ministère de l'Éducation des chiffres effrayants. Il s'agit des taux de diplomation à la fin de l'enseignement secondaire. On m'en a beaucoup voulu parce que j'ai sorti ces choses-là. On pensait que je critiquais les professeurs ou les commissions scolaires, je ne sais pas quoi. Je critiquais rien, je pensais juste les chiffres. Je sors les chiffres d'une brochure du ministère de l'Éducation. Commission scolaire de Montréal. Quelle proportion des garçons qui sont entrés en première secondaire réussissent au bout de 5 ans à avoir leur diplôme de secondaire 5? 36 36.
English Montreal, la commission scolaire d'English Montreal, même île de Montréal. Même calcul, 67 %. Ah oui. Bon. Les filles, beaucoup mieux que les gars. Mm-hmm. Avec le résultat, bien sûr, qu'il y a des universités où il y a un temps 2 femmes pour un homme. Ouais. Ça veut dire autant de gens qui ne vont pas aboutir au cégep, et puis autant de gens du cégep qui ne vont pas aboutir à l'université. Mm-hmm. C'est là... évidemment, il pourrait y avoir des raisons particulières pour Montréal. On dira parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont de la difficulté avec la langue française. Alors peut-être que c'est une raison de ça. J'ai commencé à regarder ce qui se fait, toujours la même brochure, ce qui se passait ailleurs au Québec, et on trouve 13 commissions scolaires où c'est en bas de 40 le chiffre correspondant au 36 ans. Dans les Laurentides, il y a 4 commissions scolaires. Sur les 4 commissions scolaires, il y en a 3 en bas de 40, puis la région tout entière est en bas de 40. Voilà. Alors, non, on a un gros problème, là. Ouais, un problème très sérieux. Il faut le prendre à bras-le-corps. Deuxième raison pour laquelle la productivité est basse, on n'investit pas suffisamment dans la machinerie et l'outillage. C'est pas tout de construire, là, de faire du béton. Il faut absolument avoir de l'équipement et de l'outillage extrêmement performants. Et l'État peut participer à ça. C'est ça qu'il y a. Hein? Écoutez, moi, je me souviens simplement du peu de choses qu'on a fait au gouvernement de Québec sous la direction d'un ministre qui s'appelait Gilbert Paquette, qui était un matheux, un informaticien le gouvernement, avec très peu de subventions, a introduit à ce moment-là ce qu'on appelait la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur. On commençait à peine là-dedans. On a mis un peu d'argent. Vous auriez dû voir en l'espace de 3 ans, 4 ans, le nombre d'entreprises qui se sont converties à ce genre de choses-là. Mais ça n'a pas duré. C'est toujours un peu le problème avec ces programmes-là. Ça part en lion, puis ça finit en mouton. Monsieur Parizeau, on va arrêter un instant, puis je vais revenir un peu sur la question de l'économie québécoise. On arrête pour une pause. On revient tout de suite après, mais avec une chanson par un ami à vous, Claude Dubois, le Labrador, et on retourne. Alors, restez avec nous pour la deuxième partie de notre émission L'Effet versant, 1 heure avec Jacques Parizeau. CIBL 101,5, Radio Montréal. Retourner vers le nord, l'un de mes frères m'y attend. Faudrait tirer, traîner le temps avec mon frère qui est dedans. Pousse sur un traîneau géant. Les exploiteurs se font pesants. Faudrait rapporter du soleil, de la chaleur pour les enfants, flatter les chiens du vieux chasseur, boire avec lui un coup de blanc.
et le sud vers le nord. Notre sud est encore tout blanc. Mon père parlait du Labrador, du vent qui dansait sur la mer. Un homme marchait sur la neige, cherchant des chiens pour un traîneau. Je m'excuse de couper la belle chanson de Claude Dubois, mais on a beaucoup de choses à discuter avec M. Parizeau, notre invité à cette dernière émission de l'Effervescent. M. Parizeau, vous m'avez raconté une anecdote sur Claude Dubois pendant la période référendaire, là, autour de ce Love-In, là, puis Claude Dubois avait une réaction très généreuse, mais il y a eu un blocage. Pourriez-vous nous la raconter? Oui, après le Love-In à Montréal, la manifestation d'amour, quelques jours avant le référendum, Claude Dubois appelle à la permanence du camp du oui et propose, ça c'est son enthousiasme habituel, il propose de prendre le stade olympique. Et puis de le remplir. On va faire une grande démonstration avec des chansons, des artistes venant de partout, vous allez voir, on va voir, ça va être extraordinaire. Et il offre ça gratuitement au parti. Ouais. Ah, ouais. Alors, nous, on peut pas. On observe les lois, nous. Et puis, vous comprenez qu'à 2 jours ou à 3 jours du jour du scrutin, toutes nos dépenses sont engagées. Tout notre budget a été utilisé. Alors, on ne peut pas accepter une proposition comme celle-là parce qu'il faudrait la comptabiliser dans nos dépenses électorales, puis donc ça creverait le plafond. On serait dans une situation illégale. Donc, on le refuse. Donc, il y en a qui n'ont pas eu ces scrupules-là. De l'autre côté, là, franchement. Ça ne dérange pas de ramener billets, payer les billets, puis tout. Mais en tout cas, alors c'est Claude Dubois. Avant la pause, on parlait un peu d'économie, des problèmes de productivité. Mais une question qu'on me pose beaucoup, moi je suis un souverainiste actif, comment l'indépendance va aider sur le plan économique? Qu'est-ce qu'un État dans un pays indépendant peut faire pour soutenir son économie que maintenant on ne peut pas faire? En quoi ça va améliorer la situation économique de Montréal, mettons, la situation de Montréal par rapport à Toronto, à Boston, ailleurs? Quels sont les avantages? Ben, le premier avantage, c'est d'être en mesure de négocier avec l'extérieur. À notre époque, les économies sont très, très intégrées entre elles. C'est fabuleux, les rapports que les pays entretiennent entre eux sur le plan économique. Mais le Québec n'est pas un pays. Ah ouais. Il ne va pas participer à ces discussions-là. Ouais. Le Québec, lui, c'est plutôt un pion qu'on échange. En quel sens? Alors, tenez, par exemple, le prix du lait ou des œufs, il n'est pas établi à Québec. Il n'est pas établi à Ottawa. Il n'est pas établi par le marché. Il est établi à Genève. C'est à Genève qu'on a autorisé le Canada à pratiquer ce qu'on appelle la gestion de l'offre pour un certain nombre de produits, essentiellement la volaille, les œufs et le lait. La gestion de l'offre, ça consiste essentiellement à faire en sorte qu'en tout temps, vous égalisiez la demande et l'offre. Comme ça, il n'y a pas de surplus. Et donc, vous êtes capable de maintenir les prix à un certain niveau. L'offre implique
qu'il n'y aura pas d'importation. S'il fallait que l'étranger rentre à plein... inonde le pays, vous ne pourrez pas tenir la gestion de l'offre. Ouais. Alors, l'OMC n'aime pas beaucoup ça. La gestion de l'offre touche 50% des revenus agricoles au Québec. C'est pas de la tarte. Mais oui. En Ontario, 25%, puis dans l'Ouest, ça n'a pas d'importance. Ouais. Genève a accepté qu'on remplace les quotas pour lesquels on évitait les importations par des tarifs douaniers formidables, 300%. Évidemment, si vous avez des tarifs de 300%, vous comprenez bien que le lait du Vermont ne va pas rentrer. Ouais. Là, l'OMC demande au Canada de lâcher sur certaines choses parce que c'est pas conforme à l'esprit ou à la lettre de l'Organisation mondiale du commerce. Il demande de lâcher sur la gestion de l'offre puis sur l'Office canadien du blé, qui est un monopole dans l'Ouest pour l'achat et la vente des grains. Bon. Qu'est-ce que le fédéral va décider? Est-ce qu'il lâche l'un? Est-ce qu'il lâche l'autre? Est-ce qu'il lâche un peu sur les deux? Nous, on est comme la vache qui regarde passer le train. Ouais. L'UPA se débrouille comme il peut. Ils envoient des gens à Genève. Ils essayent mais ils n'ont pas de gouvernement vraiment pour les défendre. C'est le gouvernement canadien qui, en dernier ressort, déterminera comment les cartes vont tomber sur la table. C'est ça. Oh, il y a une foule de choses à l'heure actuelle. Il y en a de plus en plus dans le monde qui se règlent sur le plan international. Alors, ou bien vous êtes un pays et vous participez à ces discussions-là, ou bien vous n'êtes pas un pays et puis vous regardez le train passer. Ouais, c'est ça. Ça commence à toucher pas mal de choses. Par exemple, là, on discute beaucoup à l'Organisation mondiale du commerce pour savoir si l'éducation, ça va être un bien commercialisable. Parce qu'il y a beaucoup d'universités maintenant qui ouvrent des succursales dans un peu tous les pays. Ouais. Il y a beaucoup de diplômes qui se donnent sur Internet. Vous avez toute espèce de choses qui sont en train de se produire là. On peut fort bien arriver à une situation où le fédéral discute d'éducation dans ses forums internationaux, puis nous, on n'a pas un mot à dire là-dedans. Non. Bon, là encore, on regarderait passer le train. C'est ça. Vous avez le même genre de discussion sur la santé, vous avez le même genre de discussion sur l'eau. Sur l'eau, oui. L'eau, si on est très fiers au Québec d'avoir mis un embargo pour les exportations d'eau, on n'exportera pas notre eau. Bon. Mais si l'Organisation mondiale du commerce décrète que l'eau est un bien commercialisable, notre embargo est illégal. Ouais. Est illégal. Illégal. Non, être un pays indépendant, ça a un tas d'avantages à l'heure actuelle. Mais on dira, les gros écrasent les petits. C'est pas tout à fait vrai. Non, hein? Parce que ces grands organismes internationaux fonctionnent sur un consensus. Ouais. Alors, il ne faut pas faire l'angélisme. C'est sûr que si tout le monde est d'accord avec quelque chose, sauf le Costa Rica, ça va passer. Puis si tout le monde est d'accord, sauf les États-Unis, ça ne passera pas. Il faut quand même faut comprendre de bon sens. Mais ça étant dit, on voit assez souvent des petits pays se regrouper puis finalement obtenir ce qu'ils voulaient parce que tant qu'on ne leur donne pas ça, ils ne font pas partie du consensus. Alors, faut avoir seulement 7,5 millions de population, finalement, à l'aise, il y a des revenus très, très corrects. Dans un forum comme ces forums internationaux, ça a du poids. Hein? Et en tout cas, ça a pas mal plus de poids que de ne pas être là. Oui, exactement. Puis, il y a des pays qui se débrouillent très bien en groupe comme ça, comme les pays scandinaves. Vous m'avez déjà donné un exemple du Mali, comment il a réussi sur le plan du coton à défier les États-Unis. Remarquable, cette affaire de coton. Hein? C'est 5 pays africains qui vivent, dont une bonne partie de la population vit du coton. Le Mali, par exemple, 30% de la population dépend de ça. C'est un coton de bonne qualité, qui n'est pas cher, parce que la main-d'œuvre n'est pas chère, mais qui est vraiment trop cher pour le coton américain. Parce que le coton américain, lui, le gouvernement américain a donné l'année dernière, non, pas l'année dernière, l'année d'avant, je n'ai pas vu le chiffre de l'année dernière, l'année d'avant, 4 milliards de dollars à 25 000 producteurs de coton américains.
Ah. Ben, il est clair qu'ils peuvent vendre à des prix, comme c'est le cas de le dire, défiant toute concurrence sur le marché international. Ils ruinent les pays les plus pauvres du monde avec leur coton subventionné. Et quand ces 5 pays sont venus protester auprès des Américains, le délégué américain leur a dit de changer de culture. C'est facile, ça, pour des pays. Les 5 ont été présenter leur dossier à l'Inde, à la Chine, au Brésil, qui ont simplement torpillé la conférence internationale. Toute la première phase des négociations de Doha sont tombées par terre parce que 5 pays se défendaient leur population. 5 pays indépendants. Et parmi les plus pauvres du monde. Voilà, c'est ça. Mais ça m'amène à la question. L'indépendance d'un pays est une question moderne, est un sujet moderne, et n'est pas, dans notre cas, une histoire d'une génération. C'est parce que cette question-là nous revient, l'indépendance du Québec est une histoire d'une génération, c'est pas une idée moderne. En fait, la mondialisation rend l'État plus important encore qu'il ne l'était. Mm-hmm. Parce que la mondialisation, c'est une brute. Ouais. Bon, ça peut soulever des choses extraordinaires, ça peut réaliser des choses extraordinaires, mais ça écrase tout à certains moments. Mm-hmm. Vers qui se tourne-t-on quand on est écrasé par la mondialisation? Vers son État, vers son gouvernement. Ouais. Les gens se tournent vers leur gouvernement et disent « Protégez-nous ». Ouais. On retrouve le rôle de l'État dans son sens le plus ancien et qui est en même temps le plus moderne. Faites quelque chose. Voilà. Défendez-nous. Ouais. Dans ce sens-là, les États n'ont jamais été aussi importants qu'ils sont maintenant, simplement parce que c'est le seul moyen qu'on a de se défendre contre le gorille de 800 livres, là, comme on dit en anglais. C'est ça. Alors, c'est une idée... la souveraineté, dans ce sens-là, est une idée tout à fait, non seulement moderne, mais opérationnelle. Mm-hmm. C'est ça, ça marche. Hein? Ouais. Non, attention, ça marche. Ça peut marcher. Hein? Ça marche pas toujours. C'est évident que le monde dans lequel on vit, un monde ouvert comme celui d'aujourd'hui, est un monde très dangereux. Très dangereux. Parce que quelque chose se passe à un endroit qui peut se propager à toute vitesse. On le voit d'ailleurs, on l'a vu avec les crises financières. C'est un monde dangereux, c'est un monde marqué de toute espèce de risques. Mais qu'est-ce qu'il y a comme défense du pauvre type, là, du pecno qui est tout seul sur son ordinateur face au monde entier? Qu'est-ce qu'il y a entre le monde entier puis le gars qui est sur son ordinateur, son gouvernement? C'est ça. C'est ça. Et cette description-là de la situation actuelle diffère de, mettons, les 2 précédentes périodes où on a tenté de faire la souveraineté. Alors, on peut dire que, peut-être vous pourrez nous dire un peu comment ça a changé, à l'époque de M. Lévesque, ensuite, quand vous avez dirigé le mouvement souverainiste, et l'heure actuelle, peut-être il y a moyen de résumer un peu ces changements. C'est tout un sujet, mais c'est quand même... C'est pas facile à résumer. Oui, 1980, c'est le produit d'une sorte d'intuition de René Lévesque assez extraordinaire. L'indépendance poussée par plusieurs partis politiques, le RIN, le RN, le mouvement Souveraineté Association que Lévesque vient de créer. L'idée enflamme, et singulièrement les jeunes. Ça se comprend parce que tout le reste du monde, il y a la décolonisation à travers le monde provoque l'apparition de dizaines de nouveaux pays. Alors, il y a une foule de gens au Québec qui disent « Pourquoi pas nous? » Lévesque se rend compte, on vit à ce moment-là, on parle de 1967, quand l'idée apparaît, les droits de douane sont encore très, très élevés entre les pays. S'il fallait qu'on devienne indépendant, puis que le Canada nous applique, par exemple, le tarif qu'ils appliquent aux Américains, ils nous considèrent comme un pays étranger. Voilà.
on est cuit. Mhm. On est mort, on se retrouverait entre deux barrières commerciales qui nous ruineraient. Mhm. Alors, comment faire? Mhm. C'est là qu'apparaît l'idée de souveraineté-association. Avec le trait d'union. Avec le trait d'union. Ça. Là, les gens vont bien comprendre, vont tellement bien comprendre d'ailleurs que on va voir assez rapidement une sorte de faille là-dedans. C'est que s'il n'y a pas de souveraineté, s'il n'y a pas d'association, est-ce qu'il peut y avoir une souveraineté? Ouais. Bon. Alors, inutile de vous dire que du côté fédéraliste, on va insister beaucoup sur le fait que devenez indépendant si vous voulez, mais vous allez voir, vous n'aurez jamais d'association, etc. Alors, ça explique un peu le résultat qui représente cependant une percée. 40%, c'est déjà quelque chose. Moi, là, quand j'arrive au pouvoir, en 94, le libre-échange est établi avec les États-Unis. Le traité de libre-échange. Toutes les usines, les entreprises québécoises se sont vite compris que leur principal marché, leur avenir, c'est les États-Unis. Nos ventes vers les Américains augmentent de 8-9% par année. Vers le reste du Canada, à peine d'1%. Les Américains deviennent notre plus gros marché et de loin, très, très rapidement. On comprend que tout le système économique a changé. Alors donc, et que d'autre part, si on décide de garder la monnaie canadienne, ce qu'on peut faire, la monnaie canadienne qu'on a nous appartient, il ne peut pas nous l'enlever. Si on décide de la garder, on la garde. À partir du moment où on a compris ça, bien là, on se dit, oui, on peut devenir souverain sans une association formelle avec le Canada. Mais c'est un peu trop tôt. Alors, on va, garder cette idée de l'association, mais j'allais dire facultative. Donc, on va faire un référendum pour réaliser la souveraineté du Québec. Si c'est oui, on l'a fait. Pas seulement une question de la négocier, là, on l'a fait. Et puis, on va chercher une entente avec le reste du Canada, mais si au bout d'un an, on se rend compte que ça ne mène nulle part, bien, l'Assemblée nationale aura le pouvoir de décréter la souveraineté. C'est donc un autre cadre différent qui est marqué par le renforcement de la position du Québec. On était complètement dépendant de l'association dans le premier cas. Dans le second, tant mieux si on peut le faire, mais on n'est pas lié à ça. C'est ça. Bon. Là, la troisième tentative, elle est dans un un système complètement mondialisé. Ça va être encore en fonction de nouvelles règles. Mais anticipons pas. Oui. Autrement dit, on est dans une troisième tentative. Oui. Et là, cette fin de semaine, puis peut-être il nous reste à peu près quelques minutes, Mme Marois a fait une proposition intéressante en fin de semaine, à mon sens intéressante. Comment vous trouvez ça, cette situation actuelle où la chef du Parti québécois propose de l'action? Comment vous trouvez ce qu'elle propose là? Ben, ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est qu'elle propose de bouger. Oui. Après 1995, pendant plusieurs années, il ne s'est rien fait. Sauf la contemplation de temps à autre des sondages qui indiquaient que l'appui à la souveraineté reculait un peu. Et puis, on dit, vous voyez, regardez, ça descend. Vous voyez comme ça descend? Ça descend beaucoup, hein, ça descend. Ben oui, et puis, on n'y faisait rien. Ouais. Alors, dans ce sens-là, Mme Marois a décidé de bouger. Avec une stratégie que moi je trouve aussi intéressante. Il faut, on va voir comment ça va se réaliser, mais ça va, là, j'allais dire, le train est reparti. C'est fondamental. Et avec un objectif clair qui est celui de réaliser la souveraineté, là, pas d'aller gagner, comme on a essayé de lui faire dire, des référendums sectoriels où on s'en va chercher, décrocher des affaires. L'objectif reste le même, faire un référendum pour réaliser la souveraineté du Québec. Ouais. Ça me va très bien. Oui. Et donc, on va aller chercher des choses, on reprend l'initiative, autrement dit. C'est ça, ça. On est reparti.
Ouais, ben, Monsieur Parizeau, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir ici à l'Effervescent, à CIBL. On est tous honorés de ça et j'espère que l'année prochaine, avec les événements, vous viendrez de nouveau commenter l'actualité, commenter des événements et peut-être nous donner un peu de la sagesse qui vous est connue. Nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Pour nous, c'est la fin de la saison de l'Effervescent. J'aimerais remercier Robert Demeule d'avoir fait la mise en onde. Robert, vraiment, c'est un plaisir. Moi aussi, toute l'année. je te remercie beaucoup. Et puis, j'espère qu'on va reprendre l'année prochaine. Il y a une autre émission qui nous remplace pendant 3 mois. OK, on va prendre des vacances pendant 3 mois. On va prendre des vacances. Et M. Parizeau, je vous souhaite un très bel été. Et, ça va être un été studieux. Studieux, ben c'est bon ça, c'est bon là, parce que vous avez toujours des choses. Quand vous étudiez, nous on en profite. Et on termine. Est-ce qu'on termine avec une chanson qui est à propos? Il me reste un pays de Gilles Vigneault, qui vient de l'album Je me souviens. Donc revenez-nous avec à l'Effervescent à l'automne. Bon été. Il me reste un pays à te dire. Il me reste un pays à nommer. Il est au tréfonds de toi, n'a ni président ni roi. Il ressemble au pays même que je cherche au cœur de moi. Voilà le pays que j'aime. Il me reste un pays à prédire. Il me reste un pays à semer. Vaste et beau comme la mer avant d'être découvert, puis ne tient pas plus de place qu'un brin d'herbe sous l'hiver. Voilà mon jeu et ma chasse. Il te reste un pays à connaître. Il te reste un pays à donner. C'est un pont que je construis de ma nuit jusqu'à ta nuit pour traverser la rivière froide, obscure de l'ennui. Voilà le pays à faire. Il me reste un nuage à poursuivre. Il me reste une vague à dompter. Homme, un jour tu sonneras, cloche de ce pays-là. Sonnez femmes, joies et cuivres, c'est notre premier repas. Voilà le pays à vivre. Il nous reste un pays à surprendre. Il nous reste un pays à manger. Tous ces pays rassemblés feront l'homme champ de blé. Chacun sème sa seconde sous l'amour qu'il faut peler. Voilà le pays